Qui dit nouvelle année dit nouvelle coiffure. On nous demande souvent comment on trouve nos thèmes sur Diplo. La vidéo d'aujourd'hui fait partie de ces sujets qui ont été présents toute l'année, mais que personne n'a vraiment remarqué. On regarde de plus près cette actu. Le joker tchétchène Ramzan Kadyrov rejoint l'armée russe. Les forces loyales au seigneur de guerre Gogosien font partie intégrante du plan militaire du Kremlin depuis le début. L'info à retenir, c'est que les médias en parlent. La Tchétchénie est une région russe, donc si la Russie envahit un pays, c'est évident que les troupes tchétchènes seront mobilisées comme celles des autres régions. Mais Ramzan Kadyrov, chef de la République tchétchène, a sa propre armée. Une armée particulièrement cruelle et très indépendante qui, selon les estimations, devrait compter dans les 12 000 soldats. Par indépendante, on veut dire qu'elle est plus fidèle à sa région, la Tchétchénie, qu'à Poutine lui-même. Et ça, même si elle est en partie financée par des fonds du Kremlin. Évidemment, il y a toujours eu des armées privées et des milices régionales. Le problème, c'est que la Tchétchénie n'est pas n'importe quelle région. Au cours des 30 dernières années, elle a vécu 2 guerres d'indépendance avec la Russie. C'est clairement la région la plus agitée de toute la Russie et elle a une place très spéciale au sein de l'État russe. On considère souvent la Russie comme un pays indivisible et que la fierté nationale s'étend de Saint-Pétersbourg à Vladivostok. Mais dans certaines régions, la situation est discutable. Alors, Kadyrov a-t-il vraiment une armée tchétchène en parallèle de l'armée russe? La loyauté tchétchène envers le reste de la Russie est-elle inébranlable? On commence par un peu d'histoire. La Sicile du Caucase. Étrangement, l'histoire de la Tchétchénie n'a pas grand chose en commun avec celle de la Russie. La religion majoritaire en Russie, c'est le christianisme orthodoxe. Mais les Tchétchènes sont majoritairement musulmans. Ils ont même leur propre langue qui a été écrite en caractère arabe jusqu'en 1920. Et c'est pas spécifique à cette région. La Russie compte plusieurs républiques indépendantes qui ont toutes un statut particulier avec une culture, une langue et même une histoire qui leur est propre. Les Tchétchènes sont l'un des peuples les plus anciens du Caucase. Tout au long de leur histoire, ils ont été conquis par les tsars russes mais aussi par d'autres empires comme celui des Mongols. Après tant de soumissions, les Tchétchènes ont développé leur propres institutions indépendantes de celles de leurs envahisseurs. On parle de réseaux de clans familiaux très similaires à ce qu'a été la mafia sicilienne pendant des siècles. Donc, malgré les invasions successives des tsars pendant une bonne partie du 19e siècle, les Tchétchènes obéissent aux patriarches de leur clan plutôt qu'aux ordres de Moscou. En 1917, plusieurs de ces clans tentent de créer un état souverain et indépendant, la République montagnarde du Caucase du Nord. Ils sont même reconnus par plusieurs acteurs internationaux. Mais en 1922, la Tchétchénie est conquise par l'Union soviétique. Le Kremlin a beau avoir essayé de russifier la région, les Tchétchènes restent fidèles à leur patriarche. Peu importe les déportations massives pendant l'ère stalinienne, ils n'ont de la République soviétique que le nom. À cette époque-là, leur relation avec les Russes est tellement mauvaise que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Tchétchènes collaborent activement avec les nazis contre l'Union soviétique. En 91, dissolution de l'URSS. À ce moment-là, plusieurs républiques soviétiques deviennent indépendantes. L'Ukraine, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et évidemment, les Tchétchènes tentent aussi de créer leur propre république, la République tchétchène d'Itchkiri. L'Ukraine, comme d'autres républiques, sont devenues indépendantes sans trop de problèmes. Ce qui est assez ironique étant donné le contexte actuel. Dans la plupart des cas, ces nouveaux pays étaient pour l'essentiel gouvernés par les mêmes dirigeants que durant l'ère soviétique. Mais en Tchétchénie, c'est différent. La Russie n'accepte pas son indépendance. Pour plein de raisons, mais la principale, c'est qu'il y a plein de gisements de pétrole dans la région. Il y a d'autres raisons politiques, mais on va pas rentrer dans les détails, sinon cette vidéo, elle va durer 3 heures. L'important, c'est qu'en 1994, la Russie envahit la Tchétchénie pour neutraliser les séparatistes. C'est la première guerre tchétchène. Au début, la Russie prend ça pour une promenade de santé. Décidément, son commandement militaire a de mauvaises habitudes. À l'époque, la Tchétchénie compte 1 300 000 habitants. Donc, sur le papier, c'est une petite région pauvre contre un poids lourd militaire. Car même si à l'issue de la guerre froide, la Russie est encore affaiblie, ça reste une puissance militaire. Et pourtant, la première guerre tchétchène a été un énorme échec pour Moscou. À tel point qu'en 1996, il signe un cessez-le-feu et se retire. On pourrait croire au gel du conflit à partir de ce moment-là, mais en réalité, le cauchemar ne fait que commencer pour la Russie. En 1999, les rebelles tchétchènes radicalisés par des musulmans extrémistes envahissent la région voisine, la République du Daghestan. Les terroristes tchétchènes organisent les attentats les plus sanglants jamais observés sur le sol russe. Plus aucun russe n'est en sécurité, y compris à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1999 ? Si tu ne peux pas le battre, rejoins-le. Le
31 décembre 99, Poutine devient le président de la Russie et il a deux défis majeurs à relever: gérer la crise économique et résoudre le problème du séparatisme tchétchène. Les mauvaises langues disent que les actes terroristes barbares effectués par les Tchétchènes ont grandement facilité la montée au pouvoir de Poutine, puis la consolidation de celui-ci, au point que l'idée d'une manipulation des milices tchétchènes par le FSB n'est pas totalement écartée. Que cette théorie soit vraie ou pas, c'est le début de la deuxième guerre tchétchène. Cette fois-ci, le Kremlin mobilise toutes ses ressources. Plus de 15 000 civils meurent. Mais à ce moment-là, le conflit change d'échelle. C'est plus un conflit régional, mais national. Les terroristes tchétchènes veillent à ce que chaque Russe subisse les conséquences de cette guerre. Difficile pour les Russes d'oublier ce genre d'événement. Des hommes armés tchétchènes retiennent 700 otages après avoir pris d'assaut le théâtre de Moscou. 700 otages parmi lesquels 150 perdent la vie. Pire encore, en 2004, lors du siège de l'école de Beslan, un groupe armé fait irruption dans l'école et prend 1181 personnes en otage, dont une majorité d'enfants. L'attaque fait 333 morts, dont plus de la moitié succombent dans les échanges de tirs entre les terroristes et les forces russes d'intervention. Le conflit tchétchène devient une priorité nationale incontestable. Alors que fait Poutine pour mettre fin à ce conflit? Il gagne la guerre? Ben non, il lâche du flouze. Il se rend compte que la Tchétchénie est dirigée par des chefs militaires et décide de tout parier sur l'un d'entre eux, Ahmad Kadyrov du clan des Kadyrov. Les Kadyrov sont un groupe musulman qui s'est toujours battu pour l'indépendance. Ils avaient d'ailleurs affronté les Russes durant la première guerre de Tchétchénie, mais on connaît le pouvoir persuasif de l'argent. En 2003, Poutine nomme Ahmad Kadyrov à la présidence de la Tchétchénie. Il est assassiné un an plus tard par d'autres séparatistes tchétchènes qui le considèrent comme un traître. Il est alors remplacé par son fils Ramzan Kadyrov. Grosso modo, Poutine file plein de thunes et d'armes à Kadyrov pour qu'il écrase l'opposition armée. Et c'est comme ça que se termine la deuxième guerre tchétchène. Donc, est-ce qu'il suffisait de filer un gros billet pour mettre fin au conflit tchétchène? Évidemment, non. Place au rebondissement le plus surréaliste de cette histoire. Las Vegas version musulmane. On a du mal à imaginer une mosquée avec des néons, et pourtant, ça existe. À Grozny, la capitale de la Tchétchénie. C'est comme ça que Kadyrov décide de reconstruire la Tchétchénie après la guerre. On y invite aussi des célébrités. Joyeux anniversaire aux chefs militaires Hilary Swank et Jean-Claude Van Damme, sévèrement critiqués pour la célébration du tristement célèbre dirigeant tchétchène. On pourrait croire que c'est le Dubaï du Caucase, mais en réalité, la Tchétchénie reste l'une des régions les plus pauvres de Russie. Son PIB par habitant est classé avant-dernier du pays. Son économie est digne du Moyen-Âge et on n'y produit pas grand-chose. En 2021, le blé représente encore 81% de ses exportations. Et les gisements de pétrole ne suffisent pas à lancer l'économie. Alors, qui paye pour ces mosquées en néon? Eh bah, c'est Moscou. Évidemment, la Russie finance aussi les dépenses perso de Kadyrov. Et voilà ce qui se passe quand on rince un mec comme ça. Les débuts de la fille de Kadyrov dans la mode parisienne sont un affront. Ça, c'est pour l'anecdote. Mais ce qui est vraiment inquiétant, c'est que tout cet argent sert surtout à payer des armes. Beaucoup, mais alors beaucoup d'armes. On estime que l'armée de Kadyrov compte jusqu'à 12 000 hommes, ce qui est plus ou moins l'équivalent des troupes russes en Tchétchénie. En fait, l'armée russe est répartie en plusieurs districts militaires. La flotte de l'Ouest, du Sud, du Centre, de l'Est et du Nord. Le district qui couvre la Tchétchénie, c'est le district Sud qui compte environ 80 000 soldats. Mais si l'on tient compte du fait que ce district couvre environ 15 républiques indépendantes, c'est kiff-kiff entre l'armée tchétchène et l'armée russe dans la région. Donc en termes numériques, l'armée des Kadyrovites est comparable aux troupes de Poutine. C'est particulièrement inquiétant dans ce contexte où la Tchétchénie est devenue une dictature sauvage qui accueille des camps de concentration pour homosexuels. À côté de Kadyrov, même Poutine a l'air d'être un type raisonnable. Pour l'instant, Kadyrov est fidèle à Poutine à 100%. Après tout, Poutine, il paie tous ses caprices. Et en retour, Kadyrov le débarrasse du terrorisme tchétchène. Mais est-ce que la guerre en Ukraine a impacté cet équilibre? On regarde ça tout de suite. Les troupes de Kadyrov en pleine action. Les tant redoutés Kadyrovites sont des soldats fidèles à Kadyrov, connus pour être particulièrement sauvages. Accusés à plusieurs reprises d'avoir torturé et assassiné des prisonniers, ils ne se soucient franchement pas des droits de l'homme. La réputation des soldats tchétchènes remonte à loin. Même que certains Tchétchènes non fidèles à Kadyrov ont rejoint l'État islamique. Parmi eux, Abu Omar al-Shishani, l'un des commandants de Daesh les plus redoutés, éliminé par les États-Unis en 2016. Les combattants de Kadyrov sont aussi des experts en combat urbain. On a pu le voir dans leurs nombreux TikTok pendant la guerre en Ukraine. Kadyrov adore les réseaux sociaux. Il avait des millions d'abonnés sur Insta avant que son compte soit suspendu. Et maintenant, on peut retrouver des vidéos de soldats tchétchènes ou de Kadyrov lui-même sur TikTok et certaines frôlent l'absurde.
On comprend toujours pas le principe de cette vidéo, mais la majorité des publications ne sont pas si drôles. Au contraire, on voit plutôt des images de soldats exécutés, de prisonniers agenouillés et pire encore. Kadyrov avait annoncé qu'il enverrait 10 000 soldats en Ukraine et il a récemment confirmé en avoir en réalité envoyé le double en additionnant les soldats professionnels et les conscrits. On précise que beaucoup d'analystes ne sont pas alignés avec ces chiffres. Ce qu'on sait, c'est que Kadyrov a mobilisé 3 formations tactiques tchétchènes: le régiment spécial motorisé Kadyrov, le bataillon spécial motorisé Yug et le bataillon Vostok. Le bataillon Vostok avait presque été dissous en 2008 après des luttes de pouvoir internes avec l'ancien commandant Soulim Yamadayev, un autre ancien chef des séparatistes tchétchènes. Le nombre exact de soldats de ce bataillon reste secret, mais d'après certains analystes, Kadyrov n'a pas mobilisé plus de 4000 soldats. On connaît cette armée pour sa cruauté, mais est-ce qu'elle est réellement efficace? On regarde ça. Kadyrov a déclaré que l'un de ses objectifs principaux était d'éliminer Zelensky en personne. Et les troupes tchétchènes ont été principalement actives à Mariupol, Kiev et près de la Boutcha, où des centaines de civils ont été retrouvés morts après la retraite russe. Mais la vérité, c'est que les résultats côté russe n'étaient pas si bons ni à Kiev ni à Mariupol. Au combat, ils se sont avérés être l'égal du soldat moyen, Luke Coffey, expert en politique étrangère et en défense. Quant à la mission de Kadyrov d'assassiner Zelensky, elle s'est pas très bien déroulée non plus. Le 26 février, les forces ukrainiennes ont intercepté et détruit un groupe tchétchène chargé d'assassiner Zelensky. Et à peine 40 jours après le début de l'invasion, les Ukrainiens ont détruit un convoi de 56 chars tchétchènes. Le 4 mars, les troupes ukrainiennes ont aussi capturé une unité de Tchétchènes et saisi leurs armes ainsi qu'un véhicule armé. Après cette débâcle, la réputation de Kadyrov comme chef de guerre n'est pas franchement au top. Pendant la première vague, il a non seulement perdu beaucoup d'hommes dans les environs d'Hostomel, mais en plus ses unités ont été obligées de battre en retraite. Sans compter que l'un de ses principaux généraux, le commandant du régiment motorisé Magomed Touchaïev, a déjà été tué. Pour plusieurs médias, Kadyrov n'a pas envoyé ses meilleures troupes en Ukraine, préférant les garder pour protéger la Tchétchénie. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, il travaille plus sur sa campagne médiatique et sur sa relation avec Poutine que sur sa stratégie sur le champ de bataille. Bref, les Kadyrovites sont peut-être très sadiques, mais ils ne sont pas aussi efficaces qu'ils le disent. Un autre problème, c'est que les Tchétchènes étant très indépendants, leur collaboration avec les services secrets russes ne se passe pas très bien. Il y a des différends en cours entre les commandants tchétchènes et les services du renseignement russe. Les troupes soulignent qu'elles sont sous le commandement de Kadyrov et non de la hiérarchie militaire russe. Contrairement aux soldats russes, les Tchétchènes partagent tout sur les réseaux sociaux. Une aubaine pour les services secrets ukrainiens. Et en plus, ils désobéissent aux ordres directs de Poutine et parlent ouvertement de guerre contre l'Ukraine versus l'opération militaire spéciale. La loyauté tchétchène est pas acquise, elle est pas si naturelle. Les Kadyrovites considèrent Poutine comme une banque, donc moins d'argent, moins de loyauté. D'ailleurs, une grosse partie des troupes tchétchènes sont composées d'anciens combattants séparatistes qui ont changé de camp du fait des circonstances. Mais beaucoup ont perdu des membres de leur famille ou ont des proches portés disparus à cause du rôle de la Russie dans les guerres de Tchétchénie. En plus, il paraît que Kadyrov a déjà retiré une partie de ses troupes. Pendant ce temps-là, Moscou cherche des boucs émissaires. Biden dit que Poutine a licencié ou mis ses conseillers en résidence surveillée. Kadyrov a lui-même critiqué et commenté sévèrement la situation. Si rien ne change aujourd'hui et demain dans la mise en œuvre de l'opération militaire spéciale, je serai obligé d'aller voir les dirigeants du pays, les ministères de la Défense, pour leur expliquer la situation sur le terrain. La réalité, c'est que de moins en moins de Tchétchènes soutiennent Poutine. D'ailleurs, pas mal de combattants tchétchènes se sont ralliés aux Ukrainiens contre la Russie. Les Tchétchènes qui ont rejoint l'Ukraine appartiennent principalement à 2 bataillons, le Djokhar Doudaïev et le Cheikh Mansour. Ils sont en grande partie composés de vétérans des 2 guerres tchétchènes et regroupent des Tchétchènes, des Géorgiens et des volontaires d'Azerbaïdjan. Et la plupart a un regard très critique sur le régime pro-Moscou de Kadyrov. Le chef du gouvernement séparatiste tchétchène Ahmed Sakayev, en exil, a même annoncé qu'il était prêt à envoyer des volontaires pour soutenir l'Ukraine. Et Kadyrov a de plus en plus de mal à recruter des volontaires. Les gens se lassent de faire la sale besogne de Poutine. On l'a vu, l'armée russe n'est pas le bloc indestructible que Poutine laisse entendre, et la guerre en Ukraine pourrait très bien fragiliser l'unité russe. Maintenant, à ton tour, Kadyrov va-t-il rester fidèle à Poutine? Les Tchétchènes vont-ils se passer de Kadyrov? La guerre en Ukraine pourrait-elle rouvrir un processus d'indépendance tchétchène? Dis-nous ce que t'en penses en commentaire. Comme d'hab, on publie 2 vidéos par semaine sur Diplo, donc abonne-toi pour pas rater les prochaines. Lâche ton like si cette vidéo t'a plu et fais-la tourner. Ciao et à bientôt.